Bonjour à tous et bienvenue pour cet avis et cette analyse de l'épisode 5 de la saison 8 de The Walking Dead. Je suppose que cet épisode devrait plutôt plaire dans l'ensemble du fait du retour de Negan. En effet, je sais qu'il manquait à pas mal de monde, d'autant plus que cette semaine, on a pu découvrir certaines nouvelles facettes de sa personnalité et de son fonctionnement. Ceci dit, l'épisode avait quand même encore pas mal de facilités et de faiblesses, mais ça tombe bien justement, on est là pour en parler plus en détail. Et cet épisode a donc commencé avec deux flashbacks pour deux des personnages les plus couards, les plus lâches de toute la série, à savoir le père Gabriel et Grégory. Alors en troisième position, il y a bien sûr Eugène, mais on aura l'occasion d'y revenir un peu plus tard. Je parle de la lâcheté du père Gabriel, mais bien évidemment, le personnage a pu surmonter plus ou moins au fur et à mesure du temps sa couardise, notamment durant les saisons 6 et 7, mais c'est loin d'être le cas pour le personnage de Grégory, qui a priori lui ne devrait jamais connaître la rédemption que demande Gabriel dans sa prière. Gabriel souhaite donc une mort ayant du sens, étant donné l'habitude qu'a la série de s'intéresser à un personnage secondaire juste avant qu'il ne meure, on se dit que le prêtre épiscopal pourrait être rapidement exaucé. Et du côté de Grégory, le petit déjeuner que Simon ou Simon, comme vous préférez, lui apporte tout sourire dans sa chambre du sanctuaire, a bien pu potentiellement lui sembler comme étant le dernier. Et ce qu'on peut dire, c'est que Simon parvient à être très menaçant sous de faux airs de convivialité, l'interprète du Trevor de GTA V est décidément convaincant dans ce registre. De toute évidence, pour Simon, il s'agit surtout de s'assurer que la version des faits que Grégory va présenter à Negan ne risque à aucun moment de faire peser sur lui un soupçon d'incompétence ou de négligence. On peut dire que les deux scènes de réunion de cet épisode sont là avant tout pour nous montrer comment Negan dirige vraiment le sanctuaire et ce qu'il adviendrait du sanctuaire sans Negan. Dans la première réunion, celle que Rick et compagnie vont interrompre, tout le monde est plutôt silencieux et discipliné. La présence de Negan suffit à ce que tout le monde marche sur des œufs. Autour de la table, on a Simon, Eugene, Dwight, Gavin, Regina. Ce sont les plus hauts gradés des sauveurs. Et concernant le blabla de Grégory auquel on est assez habitué, il n'a d'intérêt que dans sa façon de mettre en exergue la façon de penser de Negan. Quand Grégory dit que Negan n'aime pas tuer, ce dernier rétorque qu'au contraire, il adore ça, il aime tuer les bonnes personnes au bon moment, de la bonne façon, pour que des centaines d'autres reçoivent bien le message et ne meurent pas inutilement. On le sait, pour Negan, les gens sont des ressources qu'il ne faut pas gaspiller. Sa façon de penser et l'organisation des sauveurs et du sanctuaire me semblent être une métaphore d'une forme de capitalisme sauvage qui objectivie les individus en leur expliquant qu'ils n'ont d'autre choix de survie que de participer au renouvellement du système. Et lorsque Simon a le malheur de proposer des plans A et B en évoquant un massacre, Negan impose sa domination avec une grande efficacité. Ensuite, on a la seconde réunion sans Negan, alors que Simon tente de s'imposer en leader, et elle vient souligner les dissensions entre ses lieutenants et le besoin impérieux d'un leader charismatique pour faire tenir tout l'édifice des sauveurs. Et oui, comme on le constate rapidement, dès que des fissures apparaissent en haut de la hiérarchie, c'est tout le système qui menace de s'écrouler avec les travailleurs annoncés par Laura et qui viennent exprimer leur mécontentement. Dans leur incapacité à gérer ce début de contestation qui menace de basculer en révolte, les lieutenants de Negan et notamment Simon viennent mettre en lumière la fragilité de l'édifice qui ne repose au final que sur Negan. J'en profite pour une petite aparté, je suppose que vous avez dû entendre parler dans les médias au cours des derniers mois du phénomène de ruissellement économique. Il s'agit de la théorie selon laquelle les gains des plus riches devraient par un effet de cascade finir par profiter aux classes les moins favorisées. Eh bien, dans le sanctuaire, on a une sorte de ruissellement de la peur. En effet, on a Negan tout en haut de la hiérarchie, qui fait ruisseler la peur sur ses lieutenants, qui se répercute en cascade sur leurs hommes, et qui doit, au final, calmer les travailleurs soumis. En termes de progression dramatique, ces réunions sont surtout l'occasion d'évoquer la taupe que les sauveurs sont convaincus d'avoir parmi eux. Dwight réussit plutôt bien à donner le change pour le moment, mais ça risque de chauffer pour lui maintenant que Eugene, ou Eugene, comme vous voulez, a deviné à cause de la trace de peinture sur le sac utilisé pour voler les armes. Et c'est d'autant plus chaud que Negan met la pression spécifiquement sur Eugene pour qu'il trouve un moyen de débusquer la taupe. Et oui, on sait que Eugene est particulièrement lâche, oui je fais exprès de passer de Eugene à Eugene rien que pour vous énerver dans les commentaires, mais je pense que le moment de vérité approche pour lui, que ce soit vis-à-vis de Dwight ou vis-à-vis du père Gabriel. Et personnellement, je continue à croire et à espérer à une forme de rédemption pour Eugène, mais j'espère ne pas me tromper. Et puisque je vous parle de rédemption, il est temps d'évoquer le huis clos de Negan et Gabriel dans le préfabriqué.
En quelque sorte, le père Gabriel promet à Negan la rédemption s'il se confesse, mais avant ça, on a quand même la séquence de bagarre la plus courte et peut-être la plus ridicule de toute la série, entre le père Gabriel et Negan, il faut dire, autant maître Jean-François Placé contre Tony Yonka. Ce qu'on peut dire et remarquer pour cette scène, c'est que ce contexte inhabituel, ce face-à-face, amène Negan à être un peu moins campé sur son personnage habituel. En effet, Negan évoque à Gabriel qu'il travaillait avec des enfants, il reconnaît que lui aussi peut être faible, même s'il souligne que c'est justement en connaissant ses faiblesses qu'on devient fort et qu'il l'est sacrément. Et ce petit jeu se poursuit jusqu'à ce que le père Gabriel capte vraiment son attention en parlant d'abord de ses femmes puis de sa femme. Sentant qu'il a touché un point sensible, Gabriel tente alors sa chance et réussit de justesse à récupérer un pistolet et à s'enfermer. Et ce sera donc séparé par une porte que les deux hommes feront finalement leur confession respective. Il faut bien sûr relever cette image qui renvoie directement à celle d'un confessionnal, même s'il est associé au catholicisme auquel le père Gabriel n'appartient pas. Bon, rien de bien nouveau du côté de la confession du père Gabriel, mais pour Negan, on apprend qu'il avait une épouse, malade et qu'il a trompée d'ailleurs, mais à laquelle il était très attaché et qu'il n'a pas été capable d'abattre quand elle s'est relevée en marcheuse. Il s'agit donc pour la série d'humaniser un peu Negan, de lever le voile sur son passé qui est beaucoup plus décrit dans les comics, je le sais même si je ne les ai pas lus, et on peut dire aussi que Negan, ce n'est pas vraiment une façon de l'excuser bien sûr, mais plutôt de nous rappeler que même derrière les pires salopards, il y a des humains. Et lorsque Negan finit par convaincre Gabriel d'unir leurs forces pour tenter une sortie, il lui met quand même un bon pain dans la gueule pour la bonne bouche, j'avoue ça m'a fait marrer. Negan souligne alors que se recouvrir d'entrailles de Walker présente un certain risque de maladie, ce qui pourrait expliquer l'état de Gabriel par la suite. Parmi les Walkers, Negan prouve à nouveau son courage physique et prend des risques pour sauver Gabriel qui s'est fait repérer. Je ne sais pas pour vous, mais ça m'a fait penser à la situation de l'épisode 9 de la saison 6 avec la mort de Jesse et Sam bouffés par les Walkers à Alexandria. Quoi qu'il en soit, le retour de Negan au sanctuaire empêche la situation de dégénérer. Il revient comme le Messie et tous se mettent à genoux, y compris le père Gabriel. Eugène est en transe et Negan nous sert même une petite rime. I wear a leather jacket, I have Lucille and my nutsack is made of steel. Et pour la suite, Negan annonce la couleur, remettre de l'ordre et retour au business as usual. Et l'une des quasi-esclaves remercie le ciel d'avoir envoyé Negan au grand étonnement de Gabriel. Et oui, le moins qu'on puisse dire, c'est que le culte de la personnalité est à son paroxysme dans les rangs des sauveurs au sanctuaire. Comme Eugene le découvre en lui rendant visite, le père Gabriel est donc malade dans sa cellule. Difficile de savoir pour le moment s'il s'agit juste d'une morsure, ou d'une infection liée aux entrailles, mais je pense plutôt pour la deuxième solution. Et soudain, le père Gabriel a donc une sorte d'illumination, il se dit qu'il faut absolument ramener le docteur Carson à la colline pour Maggie, et franchement, si Eugène se lance dans un truc aussi hasardeux, c'est qu'il a vraiment beaucoup changé. Quant au reste de cet épisode, il a donc été consacré à Rick et Daryl, et je dois vous dire que je n'ai pas franchement été convaincu. Alors oui, effectivement, la tension entre les deux personnages était palpable et bien présente depuis les tirs gratuits de Daryl contre des cibles que Rick voulait garder en vie, avec Morales tout d'abord et ensuite le sauveur à qui il avait donné sa parole ensuite de le laisser en vie s'il répondait à ses questions. Mais bon, quand même, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais vous ne trouvez pas que la bagarre entre les deux, Rick et Daryl, sonnait un peu faux? Mon principal problème à ce sujet, c'est que les scénaristes ont utilisé ce prétexte débile pour détruire l'artillerie et la dynamite récupérée dans le pick-up des sauveurs. Franchement, au niveau subtilité, on repassera, tout ça pour éviter grossièrement un avantage de puissance de feu au camp de Rick. Mon point de vue, c'est que quitte à jouer l'opposition entre Rick et Daryl, dans ce cas, il faut vraiment le faire à fond et en faire un des enjeux forts de la saison en poussant le truc beaucoup plus loin. Mais là, ce Daryl qui a soudainement envie de complètement changer le plan et de tuer tout le monde au sanctuaire, même les familles des travailleurs, je trouve que ça ne colle tout simplement pas au personnage de Daryl qu'on connaît depuis plusieurs années. Et non, de mon point de vue, l'argument du fait qu'il a été torturé psychologiquement ne suffit pas à expliquer ce revirement. Enfin, quoi qu'il en soit, on retrouve plus tard Rick en chemin vers la bande de Jadis, le groupe de la décharge qu'on reconnaît au guetteur qui le regarde approcher. Mais en route, Rick voit passer un hélicoptère. Et mon avis sur la question, c'est qu'il ne s'agit pas d'une hallucination, je pense qu'on peut y voir un lien avec l'hélicoptère qu'il aperçoit dans la première saison, et aussi peut-être avec l'avion qui était visible en fond sur une des images assez marquantes de la saison dernière, qui était justement au niveau de la décharge et de la bande de Jadis qui y habite. Je suppose qu'il s'agit là de petits indices laissés par les scénaristes et qui préparent à une grosse révélation prévue pour la suite de la série, enfin supposer qu'elle dure assez longtemps, une révélation qui serait liée à peut-être ce qui resterait d'un gouvernement ou en tout cas une sorte d'organisation ayant encore de gros moyens comme comparable à ce qu'il y avait avant l'apocalypse des Walkers. Une dernière remarque avant que vous vous lanciez comme des petits fous sur les boutons j'aime et je m'abonne à la chaîne, on peut se demander si les photos qu'on a vu Rick prendre tout au long de ce début de série n'étaient pas finalement destinées à convaincre Jadis que les sauveurs sont en train de perdre la guerre. Mais je suppose qu'on en aura le cœur net dans le prochain épisode.
On se retrouve très bientôt sur la chaîne dès mercredi pour la prochaine vidéo Star Wars, a priori, avec des théories. Et puis vendredi, si d'ici là j'ai réussi à regarder en entier la série Netflix The Punisher, eh bien je vous en parlerai en vidéo. Salut, à bientôt pour de nouvelles aventures.